Dieu, permettez-moi tout d'abord de m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes civiles et étrangères tombées pour la cause du Mali depuis si longtemps. Je reviendrai de façon explicite sur cette question parce que tout le monde aura constaté que ces derniers moments, lorsque le Premier ministre intervient, en plus du sujet pour lequel il vient à la cérémonie, il réserve une place dédiée dans son discours, une place qui n'est pas écrite par les conseils techniques, mais par lui-même, une place dédiée aux forces armées et de sécurité. Mesdames et messieurs, je voudrais exprimer toute ma joie de présider le lancement officiel de l'opération d'identification des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités. Cette cérémonie revêt une importance particulière dans le cadre du processus de la refondation de l'État. En effet, malgré les efforts déployés par l'État en matière de gestion des ressources humaines, les difficultés persistent dans la maîtrise des effectifs, la masse salariale et la situation administrative des agents publics. Pour pallier ces difficultés, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a instruit la mise en place du projet de système intégré de gestion des ressources humaines, dont le lancement officiel et solennel a été effectué sous sa haute présidence le 24 mai 2022. Ainsi, le projet de système intégré de ressources humaines nous engage dans une nouvelle trajectoire de la réforme structurelle de l'administration publique malienne. Et la mise en œuvre de ce projet de haute portée nationale permettra notamment, premièrement, de disposer d'une base de données fiable sur les effectifs des agents de la fonction publique de l'État et des collectivités territoriales. Deuxièmement, de doter les deux fonctions publiques d'un système de gestion des ressources humaines intégrant les données du recensement administratif à vocation électorale, à vocation d'état civil RAVEC. Troisièmement, de réduire la fraude dans la gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. Quatrièmement, de réaliser des économies d'échelle sur le budget national. Et enfin, cinquièmement, de disposer d'un outil d'aide à la décision en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de transparence, de bonne gouvernance des ressources humaines. À titre de rappel, la phase de recensement a été consacrée à la collecte et la saisie des données des agents dans l'application du système intégré de gestion des ressources humaines, puis à la confrontation des fichiers avec des bases de données RAVEC. Les nouvelles situations générées avec les données biométriques des agents intégrés dans les tablettes serviront de référence pour l'opération d'identification physique des agents dont le démarrage effectif sera entamé dès le début du mois de novembre 2023 sur l'ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Mali à l'extérieur. Cette phase d'identification des agents des fonctions publiques et des collectivités territoriales constitue un enjeu important dont la réussite impactera de façon positive et significative la mise en place effective du système intégré de gestion des ressources humaines dans les fonctions publiques de l'État
des collectivités territoriales. En effet, j'insiste sur l'implication effective de tous les acteurs concernés à cet effet pour le bon déroulement de cette opération d'identification des agents de la fonction publique de l'État et des collectivités. Mesdames et messieurs, je voudrais rendre ici un hommage mérité aux membres du comité d'orientation stratégique et à ceux du comité technique pour les immenses efforts déployés dans la mise en œuvre du projet du système intégré de gestion des ressources humaines. C'est grâce à leur engagement, grâce aussi à votre engagement, que nous pouvons estimer que ce projet fondateur permettra de renforcer la performance, l'efficacité et l'efficience de l'administration publique. Mesdames et messieurs, chers participants, actualité oblige, vous aurez constaté, et je vais vous le faire remarquer aujourd'hui, que je m'en vais intervenir sur un sujet de haute portée politique par les temps qui courent pour se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Où en sommes-nous? Et que devons-nous faire? Mais avant, je voudrais saluer de façon spécifique les populations de Ségou. J'y vais tellement de fois que le gouverneur m'a attribué récemment le titre très honorifique des citoyens d'honneur de Ségou. Surtout qu'en dehors de Bamako, c'est la ville où je viens le plus vite, mais j'ai expliqué aux uns aux autres, c'est parce que les conférences auxquelles je suis invité sont toutes organisées ici. Je serais invité à Koulikoro ou à Kaï, je serais allé de la même façon. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Je constate avec bonheur que, comme notre ministre l'a dit, on a une Ségovienne qui nous dit rien et Ségoué. C'est ici Ségou. Et à la biennale, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Et à la coupe Assimi Goïta. Et c'est pour cela qu'hier, à la cérémonie du monde des affaires, lorsque la nouvelle usine que je vais visiter tout de suite, Comatex, nous a envoyé 2 pagnes, un lot de 2 pagnes, le président de la transition, le premier de la transition, j'ai pris sur moi la responsabilité de les dédier et affecter directement au maire, au gouverneur et au maire de Ségou. Donc les pagnes qui ont été données au président et au premier de la transition, je les ai transportés ici pour les remettre au gouverneur de la région de Ségou, les féliciter et leur dire que la survie de la Comatex n'est pas seulement une affaire des Ségouviens, c'est une affaire du Mali. Parce que nous sommes en train de relancer l'ensemble du tissu industriel du Mali sous la haute présidence du président de la transition. Je voudrais ensuite saluer de façon particulière les gouverneurs. Vous savez, on ne cessera jamais de parler d'eux. Le ministre de la Refondation vient de dire qu'il représente le chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale, le Premier ministre, l'ensemble des autorités de l'État dans leur région. Et ça, c'est pour les honneurs. Mais c'est des hommes qui prennent beaucoup de risques. Le terrorisme s'est étendu partout dans le pays aujourd'hui. Ils sont des cibles pour les ennemis du Mali. Et cette fonction, ils la remplissent avec courage et détermination, au risque souvent de leur vie. Je voudrais donc, en votre nom et en nom de tous, les saluer, les féliciter pour leur courage physique, moral, politique, intellectuel, et enfin pour leur présence ici parmi nous. En les voyant et en comptant leur nombre, on a chaud au cœur, parce qu'on se dit, avec leur présence, c'est d'une certaine façon la présence du ministre de la Défense,
des forces armées de sécurité et ça rassure les Maliens. Je voudrais revenir maintenant au sujet dont je vous avais parlé. Beaucoup auront constaté ces dernières semaines, ceux qui suivent les interventions du Premier ministre ont l'impression qu'ils se répètent. Mes conseillers ou ceux qui suivent sur ma page YouTube peuvent avoir même l'impression qu'ils répètent les mêmes choses. Mais c'est fait exprès. Parce que ces émissions ne sont pas regardées par tout le monde en même temps. Plus on multiplie les occasions de la répétition, plus de Maliens regardent ce qui est dit. Je le dis pourquoi? Parce que nous sommes dans une guerre. Nous avons nos soldats au front. Nous avons le chef de l'État et les chefs militaires qui constituent le cerveau. Et il faut que le sang circule dans cet organisme. Ce sang, c'est la conviction des Maliens qui vont gagner cette guerre parce qu'elle est juste. Et j'ai dit à tout le monde que je suis convaincu que nous, notre arme, nous pourrions peut-être perdre des batailles, mais la guerre contre le terrorisme, notre peuple va la gagner parce que son combat est juste. Mais pour la gagner, il faut que ces forces armées et de sécurité qui sont au front, qui sont sous le soleil, sous la pluie, qui endurent la faim, la soif, risquent leur vie et certains tombent, il faut que ces forces sentent qu'elles se battent pour une cause juste, qu'elles vivent au même diapason que leur peuple. Mais ce peuple doit comprendre pourquoi il se bat. D'où vient nous ce terrorisme? Parce que pour combattre un mal, il faut le diagnostiquer. Il faut connaître ses origines. Il faut comprendre ses différentes métamorphoses et prescrire le médicament qu'il faut. J'ai expliqué aux uns et aux autres que notre continent est soumis depuis des centaines d'années à une situation à nulle part égale ailleurs. Lorsque l'Afrique était destinée à être divisée, être occupée, ce qu'on appelle le partage de l'Afrique, pendant la conférence de Berlin, qui s'est tenue du 15 septembre 1884 à janvier-février 1885, les conclusions de cette conférence n'ont jamais parlé de colonisation. Quand vous lisez ces conclusions, deux grands problèmes sont soulignés. Premièrement, les colons disent les futurs colonisateurs, mais c'était des amis de l'Afrique, qu'en Afrique il y a deux grands fleuves, le Congo et le fleuve Niger. Il faut aider à réglementer la circulation sur ces fleuves. Je ne sais pas si vous remarquez que les terroristes, c'est dans le Mali et au Congo qu'ils sévissent le plus en Afrique. Deuxième conclusion, ils vont en Afrique pour apporter la civilisation. La France dit qu'elle a une mission civilisatrice, la mission civilisatrice de la France. L'Angleterre dit, elle rapporte les 3 C, civilisation, commerce, christianisme. C'est ce qui a été dit. Et à la fin, c'est l'occupation, le partage, l'assassinat des Africains par milliers pour occuper le territoire. 60 ans après, quand il y a eu la guerre du fascisme pour les occuper, j'ai cité récemment Winston Churchill. Qu'est-ce qu'il a dit aux Anglais? Il leur a dit que tout peuple qui croit que la guerre est unique pour qu'elle ne lui arrive jamais et qui a en face des intrigants
habitués à comploter et qui érigent la guerre en effort suprême de l'homme. Tout peuple qui néglige l'art de la guerre, il finira par payer cher. C'est ce qu'il a dit aux Anglais. Deuxième chose qu'il leur a dit, lorsque leur ministre des Affaires étrangères est allé à Berlin signer un pacte de paix avec les nazis pour éviter la guerre, lorsqu'il est revenu, tout le peuple d'Angleterre est sorti pour le soutenir, pour l'applaudir. Il y a un homme de même Churchill, il est sorti, il a dit aux Anglais, notre ministre, notre peuple, nous sommes allés signer la honte pour éviter la guerre. Une paix de la honte pour éviter la guerre. À terme, nous aurons et la guerre et la honte. Quelques années après, lorsque l'Allemagne hitlérienne est tombée sur l'Angleterre, ils ont eu la guerre, mais ils avaient eu la honte. Mais c'est ce l'homme qui leur avait dit cela. Seul contre tous, c'est lui que la reine a sorti pour mettre à la tête de l'Angleterre, pour mener le combat contre le fascisme avec les autres nations, la Russie, les États-Unis et d'autres, jusqu'à le terrasser. Mais cet homme, c'est à quel prix? Les Indiens ont été massacrés par centaines, meurent de faim, parce qu'il fallait transporter le coton et le riz pour nourrir les soldats anglais. Donc dans son pays, c'est un héros. Mais si vous regardez ce qui a été fait ailleurs, vous ne direz pas que c'est un héros. Donc il faut tout relativiser. Qu'est-ce qu'ils font chez nous? Tout homme en lequel les gens ont cru, on s'appuie sur ses défauts pour le transformer en diable, en dictateur, en cannibale, en voleur, en toutes sortes de personnes. De cette manière, les Africains n'ont pas d'histoire. C'est leur perpétuel recommencement. Le héros d'hier devient un diable d'aujourd'hui et on continue. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont promis à tous les Africains qui ont été se battre au lendemain de la victoire, vous aurez l'indépendance. Qu'est-ce qui a été fait? Les militaires des pays africains, notamment ceux qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, dont les plus braves c'était ceux qui venaient du Soudan, à tel point que la langue de communication au sein des tirailleurs sénégalais, c'était le mandingue, c'était le bama. On les a tous éliminés, tous les officiers braves qui ont fait le corps à corps avec les fascistes, on les a tous éliminés pour qu'ils n'aillent pas éclairer leur peuple. Les quelques-uns qui sont arrivés à Dakar pour rappeler des événements de Tcharoy, pour avoir juste réclamé leurs droits, on les a tous massacrés pour que l'Afrique n'ait jamais de repères. Ensuite, quand l'Union soviétique et les États-Unis les ont obligés à aller à l'indépendance des colonies, l'Angleterre, la Hollande et les autres sont partis. La France est partie pour mieux rester. En quoi faisant? En proposant à l'Union française une sorte de fédération, en sondant les dirigeants africains, et à la fin, ils ont organisé l'indépendance qu'on a donnée aux pays africains. Qu'est-ce que le Premier ministre français, Pierre Mesmer, qui a conduit à la décolonisation, mais qui était en même temps gouverneur colonial, qu'est-ce qu'il a dit dans ses mémoires? Je le cite. Nous avons donné l'indépendance en 1960 aux dirigeants qui les réclamaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement tous ceux qui réclamaient l'indépendance avec intransigeance. Éliminer politiquement, c'est quoi? On a fait perdre leur parti aux élections. C'est pourquoi en 1960, tous ceux qui sont présidents, ils le sont parce que leur parti a gagné les élections.
Ce n'est pas parce qu'ils ont été élus en suffrage universel. C'était une élection indirecte. Éliminés militairement, c'est au Cameroun où ils n'ont pas pu gagner. L'UPC a gagné les élections. Ils ont déclenché une guerre. On a brûlé des villages entiers. On a tué les dirigeants. On les a éliminés au front. D'autres ont été empoisonnés. En Algérie, des villages entiers, des millions de personnes ont été tuées pour pouvoir voir ce qu'ils veulent. Mais ceux qui ont fait ça, dans leur pays, c'est des héros. C'est des héros. Mais en réalité, c'est des crimes contre l'humanité. L'assassinat massif des populations pour des raisons politiques. C'est comme ça qu'on est allé à l'indépendance. On a fait 30 ans. Tous ceux qui n'ont pas fait le jeu, on les a éliminés. Ou bien ceux qui, une fois installés, ont compris qu'ils s'étaient trompés. Autrement dit, pour amuser les gens, je dis qu'ils ont clignoté à droite et ils sont allés à gauche. Ils sont allés les rencontrer. Ils ont créé des difficultés dans leur pays, telles que le peuple ne voulait plus d'eux. Ceux qui sont venus et ceux qui n'ont pas quitté, ils ont fait 30 ans. Au bout de 30 ans, qu'est-ce qu'on a dit? Voici le schéma. Les ressources des Africains, c'est les matières premières. Le coton, l'or, le cacao, ainsi de suite. Les prix se fixent chez eux. Ils ont décidé de diviser les prix par 3. Donc un État qui avait 10 000 francs s'est retrouvé brusquement avec 3 000 francs. La population augmente, les universités augmentent. Donc, on a dit aux populations, vous ne vivez pas bien parce que celui qui vous dirige, c'est un dictateur, c'est un voleur. L'intelligentsia, la jeunesse est rentrée dans le jeu. On les a tous renversés. Et j'ai expliqué que tous les pays africains, sans exception, où le pouvoir a changé après la conférence de La Baule, il n'y a eu que des coups d'État et des guerres civiles. Aucune exception. Tous les pays, sans exception, vous pouvez compter, où il y a eu des changements de régime à la suite de la conférence de La Baule. C'est les coups d'État, les crises politiques et sociales à n'en pas finir. Après avoir détruit leur armée, désorganisé leur système éducatif. Ensuite, et pendant ce temps, les dirigeants sont fêtés partout, démocratiquement élus. Mais comment il est élu? C'est la corruption généralisée. À la fin des 30 ans, qu'est-ce qu'ils disent? Ceux qu'ils avaient utilisés 30 ans plus tôt pour casser les pays, ils ont commencé à dire que c'est des voleurs. Les biens mal acquis, or les biens c'est chez eux. L'argent dans les comptes, c'est chez eux. Les assassinats politiques, c'est eux qui ont conseillé. Quand ils ont fait la décennie, on a commencé à dire, celui dont on veut ne quitte pas le pouvoir, tripatouiller les constitutions. Il y a un d'ailleurs qui a dit que c'est de là-bas que des conseillers sont venus lui expliquer pourquoi, comment il doit tripatouiller la constitution pour rester. Donc ceux dont ils veulent, ils tripatouillent la constitution pour qu'il reste. Mais ceux dont ils ne veulent pas, ils ont introduit la limitation des mandats. Pas plus de 2 mandats. Mais chez eux, quand ils avaient le même niveau de développement que nous, personne ne parlait de limitation de mandat. C'est quand ils ont été développés, suffisamment mûrs, qu'ils ont mis la limitation des mandats. Donc à chaque étape, il y a des arguments pour qu'il y ait le désordre en Afrique. Et l'étape ultime qui est maintenant, après avoir désorganisé les systèmes de défense, après avoir désorganisé les systèmes éducatifs, on s'est retrouvé avec des pays où on a créé une grande masse de gens qui se disent instruits, mais en fait ils n'ont que des diplômes. Comme j'appelle la masse d'ignorants, dirigés par des corrompus, qui sont plus préoccupés par leur confort personnel que celui de leur pays.
qui investissent des millions dans la presse étrangère pour vendre leur image en tant que président démocratiquement élu. Pendant ce temps, leur village n'a pas d'eau à boire. Les gens meurent de faim. Et ils voyagent. Il est dans les avions. L'armée déstructurée, l'école n'en parlons pas, on amène le terrorisme. Et ils trouvent des intellectuels qui se moquent de l'armée. Au cas du Mali, ah oui, Mali, il n'y a pas de militaire. Dès que vous tirez, il fuit. Et des dirigeants politiques qui prétendent être présidents du Mali viennent dire il n'y a pas de militaires au Mali. Ils sont bons pour le coup d'État et les défilés. Sachant bien que ces militaires ont été trahis. Parce que les militaires n'achètent pas l'arme, on le lui donne. Mais si celui qui achète vole l'argent, il détourne l'argent, on ne lui donne pas, on vient le tuer. Je donne souvent un exemple. Dans un camp, on dit qu'on envoie 200 personnes. En réalité, on envoie 100. On envoie sur les 100, au lieu de donner 100 fusils, on donne 50. Les 50 aussi, sur les 25, au lieu de donner 3000 balles, on donne 300. Les terroristes étudient. Ils ont des réseaux de vendeurs de drogue qui sont dans les institutions, qui s'informent. Le jour où ils sauront qu'il n'y a que 100 personnes, sur lesquelles il n'y a que 50 qui ont les armes, ils viennent par milliers, ils les tuent tous. Et puis on dit oui, les quelques-uns qui n'ont pas d'armes arrivent à se sauver et on va s'asseoir devant les parlements dans ces pays. Ah, au Mali, il n'y a pas de militaires. Dès que vous tirez, ils fuient. Et des hommes qui veulent diriger le Mali. On leur applaudit. Ils voyagent, ils sont dans les avions, ils font des discours, ils payent des belles pages dans les médias, on montre leur image et ils séduisent la population. Et quand les élections arrivent, les mêmes gens négocient avec ces messieurs, des narcotrafiquants qui ont infiltré les institutions. On sort beaucoup d'argent, on va acheter les pauvres et on se fait élire. Et le système continue. Le terrorisme confiné à l'extrême nord du Mali en 2013, on nous envoie 50 000 au total, l'ensemble des forces armées sur le territoire malien. 50 000 personnes, les Maliens et les étrangers. On se retrouve comment? Le terrorisme de l'extrême nord occupe les 80% du territoire. Le malade Mali, qui a mal à une partie de la tête, a 80% du corps qui est gangréné. Qu'est-ce que le Mali fait? Soit il attend la mort, la désintégration du pays. Ceux qui l'ont organisé ont 2, 3, 4 passeports. Quand ça ne va pas, ils prennent l'avion, ils rejoignent la nationalité qui les arrange. Et la majorité des Maliens n'ont qu'à payer le prix de l'honneur. Voici le sort qui nous était réservé. Dieu merci, il y a des Maliens. La conscience nationale du Mali, du grand peuple malien, a dit non. Et un jour, ce que j'appelais Monebo Deo ou Banguera, l'armée malienne a sécrété des hommes qui sont sortis au nom du peuple pour dire au peuple malien qui manifestait pendant des mois: je vous ai compris, je vais au front, je vais me sacrifier, mais en attendant, nous allons travailler avec intelligence. Le fameux accord que nous continuons de respecter, quand nous l'avons signé, on nous a soumis à plusieurs conditions qu'on a acceptées. Mais c'était juste de la balade, le temps du réveil brutal des Maliens pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont occupés. Je viens de vous dire l'accord qui a été signé entre Chamberlain, le ministre des Affaires étrangères d'Angleterre, et celui d'Allemagne en 1940.
Chacun croyait qu'il avait gagné. Lui, il est rentré en Angleterre, on lui a applaudi. Mais les Allemands savaient que c'était pour gagner du temps. En Ukraine, quand on a signé l'accord entre l'Ukraine et la Russie, c'est récemment que des dirigeants nous disent que cet accord, ils l'avaient fait signer. En réalité, c'était pour gagner du temps, pour armer un des belligérants. Donc cet accord avait été signé pour gagner du temps, pour nous soumettre. La preuve, quand l'accord a été signé le 15 mai 2015, la CEMA a refusé de signer. La CEMA a signé le 15 juin, ce qu'ils appellent la conclusion, le relevé des conclusions. Et c'est dans ça qu'il y a le poison. Et depuis cette date, toutes les décisions du gouvernement sont rejetées par la CEMA. Chaque fois que le gouvernement fait quelque chose, si la CEMA n'est pas d'accord, il le refuse. On prend des militaires de la rébellion qui sont à la retraite, ils adhèrent à la CEMA, on dit qu'il faut les nommer généraux. On dit de donner la liste des combattants de la CEMA. La CEMA refuse de les donner. On va, on vient, les rapports de l'ONU, les militaires sont là. Ce qui manquait au Mali, c'est une équipe des gens qui ont une claire conscience de leur rôle et de leur mission historique. Restituer au peuple malien son honneur et sa dignité. Les militaires maliens n'attendaient que ça. Au Dekera en 2020, les militaires maliens ont sécrété des Monebo Deng qui ont eu, avec une alliance politique, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Nous avons dit qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas inversé les rapports de force militaires sur le terrain, tous les discours sont destinés à nous anesthésier en attendant le réveil brutal de la division du Mali. Récemment, le ministre français, Les Cornu, a fait une sortie malencontreuse, hasardeuse, pour dire que dans les mois à venir, le Mali sera divisé. Le gouvernement lui a répondu du tic au tac à travers le ministre porte-parole du gouvernement. Mais en réalité, beaucoup de Maliens, on s'est réveillé à midi pour constater ce qu'il a dit. Mais ces gens-là, ils sont réveillés depuis 6h30. Nous, on vient à midi se plaindre. Je vais vous donner des exemples qui montrent qu'ils ont dit ça il y a plus de 10 ans. Nous, on était en train d'applaudir pendant ce moment. Est-ce que vous savez que le 24 janvier 2012, le ministre des Affaires étrangères d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, il dit sur les antennes, le MNLA est en train de remporter d'incontestables succès dont il faudra tenir compte. Ça, c'est au moment où on a assassiné les soldats maliens à Guelok. Plus de 80. Il dit qu'il les vante. Ça, c'est du terrorisme. Des soldats qui n'ont pas d'armes, vous les prenez pour les égorger et les tuer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Touaregs et les Arabes, on les a éventrés, on les a égorgés pour les montrer, pour appeler les autres à ne plus être fidèles à l'État malien. Sinon, un homme qui est mort, à quoi ça sert de l'éventrer ou bien de l'égorger? Ça, c'est pour faire peur aux vivants, sinon lui-même, il est fini. Je disais l'autre jour, pour faire rire les gens, Cabri mort, il n'a peur ni du feu, ni du frigo. Mais c'était pour nous terroriser. Ça, c'était le 24 janvier. Le 2 février, la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, Elisabeth Guigou, déclare qu'il faut qu'un plan d'autonomie du Nord soit mis en place. Tenez bien, c'est en 2012. Ensuite, lors d'un débat au Sénat, au février 2012, Didier Balou, qui est un sénateur, il est récidive, dit que le Mali a échoué face aux combattants du MNLA. La question de la révolution du peuple de l'Azawad mérite d'être traitée à fond
pour une issue définitive. Ça, c'est en 2012. En 2013, Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy, il déclare sur les antennes: l'une de mes dernières visites en tant que membre du ministre des Affaires étrangères au Mali, c'est de dire au président Touré de répondre aux demandes d'autonomie des Touaregs. C'est Alain Juppé qui le dit à la télé en 2012. Moi, je l'ai noté. Le 3 février 2013, on était déjà dans la transition. C'est en ce moment qu'il dit ça. Et on va plus loin. Vous avez un autre sénateur qui dit qu'il n'existe pas un Mali, mais au minimum deux. Nous avons avec Serval protégé le premier, celui du Sud, au détriment du second, celui du Nord. Nous sommes tous très solidaires de cette erreur, mais il convient d'en prendre conscience et de la réparer. La paix dans cette région essentielle de l'Afrique passe par une partition forcément douloureuse, mais qui n'a pas d'autre solution, y compris pour nous les Français engagés avec eux. Ça, c'est des débats au Sénat qui disent ça. Les mêmes personnes, l'ambassadeur de France ici, Christian Roué, lorsqu'ils ont interdit à notre armée de rentrer à Kidal, il a dit au gouvernement français: ne vous discréditez pas avec ces mouvements. Ils ne sont pas représentatifs du monde touareg. Ils sont discrédités dans l'opinion. Illico Presso, cet ambassadeur, on l'a relevé. On l'a remplacé par qui? Qui, vous imaginez? Beaucoup l'ont peut-être oublié. Il s'appelait Jules Huberson. C'était l'officier de liaison de la direction des services d'espionnage français avec le MNLA. C'est lui qu'on a nommé ici ambassadeur. Moi, je l'ai reçu dans mon bureau en 2013, mais je l'ai fait sortir vraiment avec de très belles paroles en lui disant qu'il se trompe de pays. Mais en ce moment, il y avait une autre direction à la tête du pays. Il paraît qu'il est allé se faire prendre dans des affaires malsaines, parce que d'ici on l'envoie en Côte d'Ivoire, après ailleurs, je ne sais même pas où est-ce qu'il est. Parce qu'au Mali, il y avait un réseau ici de dirigeants politiques et lui-même qui travaillaient contre le Mali. Moi, je le savais. Mais à ce moment, la voix n'était pas audible. Il y avait un vacarme. Personne n'entendait ce qui se faisait. Plus tard, lorsqu'une délégation des Nations Unies est venue ici, ils ont rencontré les députés. Il y avait l'ambassadeur de France, Gérard Haro. Lorsqu'un député de l'Assemblée nationale lui a demandé pourquoi on ne fait pas la guerre aux terroristes, écoutez ce qu'il a dit. L'aménagement ne s'engagerait pas dans une guerre. Si le Mali s'y engage, il va perdre. C'est ce qu'il a dit aux députés. Et tout le monde s'est tué à l'Assemblée. Et comme par hasard, quelques jours après, on a un gouvernement qui va à Kidal pour livrer les Maliens. Manifestement, une manipulation de ces services. On a égorgé les préfets, les sous-préfets. Ceux qui sont allés ont couru pour aller se cacher dans l'aménagement. Les soldats maliens ont perdu la bataille. Mais plus tard, notre président, n'ayant pas le courage de dire la vérité, il dit qu'il y avait anguille sous roche. Qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. C'est notre président qui le dit dans Jeune Afrique. Mais le plus grave, c'est que les soldats qui se sont réfugiés à l'aménagement, quand l'armée malienne a voulu récupérer leurs armes, imaginez-vous, le chef d'état-major de l'aménagement, un général français, Hervé Gomard, dirigeant des forces spéciales, qui est en train aujourd'hui d'écrire ses mémoires. Moi, je suis en train de les lire. Qu'est-ce qu'il a dit aux militaires maliens? Il leur a dit: ces armes, c'est un butin de guerre.
qui appartient à la SEMA et non pas à l'armée malienne. On ne peut vous les donner qu'avec leur autorisation. Ça s'est fait en 2014. Le responsable politique qui était à la base de ça, je l'ai entendu dans les médias dire, si quelqu'un dit que la France a empêché le Mali de rentrer à Kidal, il a menti. C'est lui qui a menti. Parce que récemment encore, je l'ai entendu dire dans les médias, au moment où je partais à Kidal, l'ambassadeur de France et celui des États-Unis m'ont demandé est-ce que j'ai l'autorisation de la SEMA. C'est récemment qu'il dit ça. Mais c'est trop tard. On a tout compris maintenant. Grâce à notre vaillante armée. Et on continue. On signe l'accord le 15. Le même jour, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense française, sort. Il dit les Maliens ont tout fait pour vivre ensemble. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ça veut dire qu'il faut les séparer. Et au même moment, un dirigeant des mouvements séparatistes dit nous voulons un système fédéral avec deux entités car l'actuel système de décentralisation a montré ses limites. Avec les 2/3 du territoire, il faut trouver une formule pour qu'il y ait une forme d'alternance au sommet de l'État. C'est ça la vraie intention des séparatistes. Tout le reste, c'est du pipeau pour nous tromper. Il faut donc qu'on dise le président vient du Sud cette année, l'année suivante, il vient du centre, les Bobos vont choisir le président, les Bamana, les Peul, les Soreilles, les Sarakolé, les Sénoufo, les Dogons, comme ils n'ont jamais été des grands patrons, mes cousins là, ils vont dire que je vont être président, et comme ça, il n'y aura plus de Mali, chaque ethnie va être président, et on va se retrouver comment? Avec des petites principautés ethniques. Il n'y aura plus d'État central. Ces principautés ethniques vont être divisées, ils vont être en permanence en guerre. Pendant ce temps, ils vont exploiter tout et amener chez eux. Vous savez que moi j'ai cette conviction de tout le temps. C'est récemment qu'un jeune du Nord, auquel j'avais dit depuis 2015, patientez et continuez de vous battre. Un jour viendra où il y aura des patriotes qui vont redresser la barre. Quand je suis devenu Premier ministre, je l'ai appelé. Vous savez ce qu'il a osé me dire? Il me dit, vous savez, monsieur le Premier ministre, vous perdez votre temps. Un haut responsable politique m'a dit que la France ne quittera jamais le Mali. Il faut préserver nos vies et ne pas nous faire tuer pour rien. Ils vont dire au pouvoir passer à d'autres et ainsi de suite. Mais dire que la France va quitter le Mali, il faut enlever ça de ta tête. Parce que lui a-t-il dit, ce qu'il y a seulement dans le sous-sol de Ménaka est supérieur à ce qu'il y a dans certains pays du Golfe. Donc ils ne quitteront jamais. Comme j'ai dit, depuis ce jour, j'ai effacé son numéro de mon téléphone. Parce que j'ai compris que c'était un défaitiste. Il a été gagné par le virus du défaitisme qu'on a inoculé à l'écrasante majorité de notre population. À la Barkala, mon Deun sera là. Le Mali s'est équipé de façon intelligente, sans faire du bruit. Et nous avons commencé à dire à ceux qui voulaient nous soumettre, laissez-nous en paix. Laissez-nous diriger notre pays. Ils nous ont dit que ça n'arrivera jamais. Aux Nations Unies, quand nous avons demandé le départ de la MINUSMA d'ici le 31 décembre, il y a des puissances qui ont dit que ça ne se fera jamais. Notre président, notre ministre de la Défense, nos chefs militaires, nos hommes de troupes, les hommes sur le terrain, ils ont dit que ça va se faire, Inch'Allah, grâce au soutien de nous. Et on est en train de le faire. Et c'est pour cela que, quand nous avons pris leur place forte qui est à Berre, ils n'ont pas digéré ça jusqu'à présent. C'est comme une arête dans leur gorge. Ils ont décidé de terroriser les populations de Gao, de Tombouctou, de Bamba de Raous,
Mais quand on a tué des milliers de personnes à Tombouctou, à Gao, à Rarous, partout, qui a entendu un seul média extérieur envoyer même des messages de condoléances, compatir avec notre peuple? Ces organisations de droits de l'homme, où étaient-elles? Personne n'a parlé. Les mêmes qui nous avaient dit quelques mois avant qu'ils avaient vu l'armée malienne éliminer le tiers de la population de Moura en une nuit, parce qu'ils ont vu des satellites qui étaient sur des orbites je ne sais où, ou deux témoins escrocs que personne n'a vu, que c'est à partir de leur témoignage qu'ils font un rapport. On n'a pas entendu ces organisations. À partir de ce moment, les Maliens doivent comprendre. Personne ne viendra faire le Mali à notre place. Tous les Maliens qui sont en train de dire « Ah, cherchons la paix ». Mais on n'a jamais refusé la paix. Même aujourd'hui, on le dit, on tend la main à tous nos parents. Évitons l'amalgame. Protégeons les Touaregs et les Arabes fidèles à la République. Arrêtons la prime à l'impunité. Ces gens qui organisent la guerre, la mort, ils ont des châteaux à Bamako, ils ont des piscines, leurs enfants sont dans les écoles, mais à Kidal, ça fait des années. Menaka, Taoudeni, Gao, des années, les gens n'étudient pas. Ils ont ramené la crise au centre du Mali pour que les Dogons et les Peuls se tuent. Ce n'était pas dans la mission de l'aménagement au départ. Ils ont amené la crise au centre pour que nous oublions le Nord. Maintenant, on est allé chez eux, on va régler les côtes là-bas. Et vous verrez qu'il y aura la paix dans 1 an ou 2 ans. Inch'Allah. Et, pour terminer, cerise sur le gâteau, c'est le commandant en chef de Barkhane. Pour nous tromper, parce qu'on délivre toujours aux Africains des petits discours pour les plaire, qui dit qu'eux, ils ont les preuves que les mouvements signataires, certains, sont la nuit avec les terroristes et le jour avec le Mali. Qu'ils ont les preuves. Vous êtes là pourquoi? Mais ça plaît aux Maliens et puis on continue. C'est pour cela que récemment, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, quand il a vu l'ambassadeur de Russie venir chez nous, reçu très joliment par le président de la transition, il dit oui, les Africains, vous savez, c'est des cibles molles, c'est des gens faibles, ils sont faciles à manipuler. Est-ce que vous imaginez un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne qui dit ça? En réalité, c'est ce qu'ils pensent. Parce qu'ils étaient habitués à des dirigeants qu'il suffit de flatter, d'inviter dans un hôtel, de causer avec lui pour qu'il signe n'importe quoi. C'est comme ça qu'ils ont voulu amener l'homosexualité chez nous. Ils voient des dirigeants qu'ils invitent quelque part, ils introduisent les brochures et on oblige le système éducatif à introduire l'homosexualité dans notre enseignement. C'est comme ça qu'ils cherchent à désorganiser nos sociétés. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a une direction solide, des militaires qui ont les moyens. Le peuple malien leur a donné les moyens. En 9 mois, l'armée a eu plus d'équipements que les 30-40 dernières années réunies. Et elle est en train de donner l'estocade aux ennemis du Mali. Et j'ai dit aux uns et aux autres qui l'entendent ici et ailleurs, les bases de l'administration vont être prises par l'État malien dans les jours à venir. Mais nous sommes conscients d'une chose. La force militaire seule ne règle pas. Parallèlement à la force militaire, il faut le développement économique et social. Je l'ai dit au ministre nouveau dès leur entrée en fonction. Certains ignares se sont mis à gloser sur ça. Heureusement que le président les a mis à leur place. Quelques jours après, depuis on ne les entend plus. Et on a donné les premiers signes. Vous savez qu'il y avait des gens ici qui avaient des primes. Ils étaient plus payés que le président. Ils sont dans beaucoup d'organisations. Ils dorment, ils se lèvent le matin.
ils vont en ville, en fin du mois, ils viennent prendre leur salaire. 600 000 francs à 2,5 millions, 5 millions, 3 millions. Mais j'ai pris un décret pour annuler tout cela. C'est terminé. Nous n'allons plus engraisser quelqu'un qui va venir nous poignarder. Terminé. Et hier, je crois que le ministre de la Réconciliation a rencontré les mouvements. Parce que nous ne sommes pas dupes. Nous faisons une preuve de discernement. Nous savons qu'il y a des Touaregs, des Arabes, des Soreilles, des peuples de Bamara qui sont des patriotes, mais qui avaient même le sentiment d'être marginalisés avant, au profit de ceux qui nous poignardent. C'est les militaires qui vont sélectionner pour me donner la liste des gens qui ont droit à ces primes. Aucun civil, tu es Soreille, Peul, Bamara, Tamashek, Atalade, tu vas voir les militaires. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui savent qui les poignarde, qui les tue. Ils me donnent la liste, je vais signer le décret. Seuls ceux qui sont autorisés par l'armée auront droit à ces primes. Personne, aucune négociation sous les rideaux, derrière les bâtiments, dans les frères. Parce qu'avant, qu'est-ce que les gens faisaient? On saute le ministre, on va voir le premier ministre ou le président, on prend un décret, on donne. C'est terminé maintenant. Je ne reçois personne si tu ne vas pas chez les ministres et chez les militaires et régler tes problèmes avec eux. C'est lorsqu'ils me diront que tout est OK qu'on va signer. Il ne suffit pas d'être premier ministre pour pouvoir qu'on connaisse tout. Les techniciens chez nous, c'est les ministres et les démembrements. Et eux aussi, ils s'appuient sur vous, les gouverneurs. Donc, je dis aux Maliens, tant qu'on n'a pas recouvré l'unité de notre pays, tant que des soldats continuent à mourir au nord, serrez vos ceintures, soutenez-les, faites-leur des bénédictions, sacrifiez tout pour eux. Tous les autres débats, c'est des futilités. Il y a des gens qui ont dit allons-y aux élections tout de suite parce que c'est que les élections, les Européens voulaient. Ils voulaient un pouvoir faible élu pour que dans 6 mois, il y ait un coup d'État. De coup d'État en coup d'État, on va se retrouver avec un pays désorganisé et il est facile à coloniser. Nous avons dit qu'on va mettre des institutions stables, démocratiquement élues par les Maliens, qui vont chercher de légitimité auprès des Maliens et non dans les hôtels et les officines à l'étranger. Lorsque nos militaires, que nous devons soutenir sans condition, auront libéré notre pays, tous les autres débats peuvent reprendre leur place. Mais avant, nous avons un credo. Manger, prier, faire des bénédictions pour nos militaires. Les soutenir, donner tout ce qui est demandé par les chefs militaires pour que nous soyons libres. Et que ces hommes qui sont dans le soleil, dans le sable, dans la pluie, qui meurent, qui se disent que leur mort n'est pas pour rien, le peuple ne les oubliera jamais. C'est comme ça qu'on construit une nation. Elle se construit sur la mémoire et sur le sacrifice de ceux qui se battent pour lui, et non pas sur celui des jouisseurs qui font des bons discours, mais qui ne font rien. Donc, sacrifiez-vous pour votre armée. Soutenez vos militaires. Donnez-leur la force, parce que je sais que les hommes du Soudan, c'est les plus braves. Les Européens le savent. Nous allons, je termine par ça, Inch'Allah, dans les jours, dans les semaines à venir, notre armée va montrer au monde entier que personne ne doit se tromper sur la civilisation nationale que nous avons dans notre pays. Merci bien la science.